Chers fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. Nous sommes aujourd'hui Paris le 25 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec l'un des consultants du Guépard.net que vous connaissez bien, M. Mamadou Bilossi Savané, sur deux questions principales qui ne sont pas anodines. D'abord, je demande à M. Savané de nous parler un peu de ce qu'il pense de la rencontre qui vient d'avoir lieu entre la junte militaire de la République de Guinée et la délégation de la CEDEAO. Nous avons entendu Mamadi Doumbouya, le président de la junte, dire que la transition durera 24 mois, bien entendu, mais que le début de la décompte se fera à partir du mois de janvier 2023, alors qu'ils ont dépassé une année déjà de pouvoir en République de Guinée. Pour l'instant, nous n'avons pas la version officielle de la CEDEAO. M. Savané nous dira ce qu'il pense de cette question. Et deuxièmement, il y a de cela très peu, M. Savané disait qu'il se posait des questions sur la relation entre la France et la junte de la République de Guinée. Il sera très bien placé pour nous dire ce que cette question veut dire. Sans plus tarder, je m'adresse à M. Savané. Bonjour, M. Savané. Bonjour, Makanira. Alors, ma première question, vous avez assisté comme nous autres à la présence de la délégation de la CEDEAO en République de Guinée. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? Alors, d'abord, c'est pour dire que je ne suis pas moi-même directement dans les secrets de la discussion entre la CEDEAO et le CNRD et les putschistes, mais enfin, je ne suis pas non plus totalement naïf. Moi aussi, j'ai quelques petites informations ici ou là. Alors, il y a d'abord une interrogation, pas seulement à destination des délégués de la CEDEAO, mais y compris en direction des leaders politiques derrière lesquels nous sommes alignés. Moi-même, je suis aligné derrière les leaders politiques, pour les raisons suivantes. Je l'ai dit, mais je vais le répéter. La répétition, c'est la pédagogie. En tout cas, c'est une bonne partie de la pédagogie. Premièrement, il y a en Guinée une junte militaire qui a volé les armes et les munitions du pays pour son compte personnel et s'emparer du pouvoir pour se prétendre gouvernement ou assemblée nationale. Il n'y a pas de pouvoir légal ni légitime en Guinée. Cependant, une partie de la classe politique est légitime parce qu'elle a prouvé sa légitimité lors des différentes élections passées. Je vais parler de l'UFDG, du RPG et de l'UFR. Ces trois partis, encore une fois, sont légitimes puisqu'ils représentent environ 70 à 80% de la population. En tout cas, lors des élections passées, les 80% de la population de notre pays se sont exprimés en leur faveur. Donc, ils ont une légitimité. Tandis que Mamadi Doumbouya et son CNRD n'ont aucune légitimité. Alors, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO, en tout cas à travers les gens que la CEDEAO a envoyés en Guinée, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO s'entête à discuter sur les propositions d'un groupe qui s'est emparé du pouvoir et qui est donc totalement, non seulement illégal,
mais illégitime. Normalement, la CEDEAO doit discuter avec ceux qui sont représentatifs du pays. Ceux qui sont représentatifs du pays, je viens de les citer, ce sont les responsables des 3 partis qui ont prouvé leur représentativité à l'occasion des élections qui ont pu avoir lieu. Bien. Alors, ça c'est une précision. Donc, dire que demander à Mamadi Doumbouya pour combien de temps il veut rester au pouvoir et pour combien de temps il veut que la transition dure, ce sont des pratiques dont je ne comprends pas bien la logique ni la cohérence par rapport aux principes sur lesquels la CEDEAO est fondée. Autrement dit, l'un des points essentiels, le principe essentiel de la CEDEAO, c'est de dire aucun pouvoir issu d'un coup de force ne peut parler au nom d'un pays. Seuls les pouvoirs issus d'élections libres, honnêtes et transparentes. Ce n'est pas le cas avec le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Donc en Guinée, il n'y a pas de gouvernement. Alors, accepter que Mamadi Doumbouya propose une durée pour lui-même et pour son groupe, et accepter cette durée pour aller la présenter comme résultat d'une négociation, cette démarche me paraît très curieuse. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, je constate malheureusement que des 3 régimes militaires, des 3 groupes de putschistes, je vais parler du Mali, je vais parler du Burkina et de la Guinée. La Guinée se trouve dans une situation totalement différente de celle des 2 autres, c'est-à-dire du Mali et du Burkina. Encore une fois, les militaires burkinabés et maliens peuvent, dans une certaine mesure, dire qu'ils ont été contraints de faire irruption dans le jeu politique démocratique parce que le pays est menacé dans son existence même en tant qu'unité territoriale constituée. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Aucune menace sur la Guinée. Au Mali et au Burkina, il y a des velléités séparatistes, qui ne sont d'ailleurs même plus des velléités séparatistes, qui ont commencé à devenir une réalité, parce qu'il y a des espaces du territoire malien et burkinabé où le pouvoir ne pouvait plus mettre pied. D'ailleurs, c'est même le cas maintenant. Donc, les pays qui se trouvent dans cette situation, en un certain sens, si c'était des militaires républicains, sont fondés à dire, bon, écoutez, pour le moment, l'existence même du pays est menacée. Nous allons rétablir le pays dans son entièreté légale. Et dire, voilà, c'est pour cette raison que nous prenons le pouvoir. Mais en Guinée, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de velléité séparatiste. Il n'y a pas de djihadiste en Guinée. Quiconque prétend qu'il y a une menace de djihadisme en Guinée, cette personne, cette puissance, ces groupes, ce sont des menteurs. Ils mentent. Il n'y a aucun risque de séparatisme ni de djihadistes visant la Guinée. Mais ils peuvent, par leur comportement à l'égard de la population, par le soutien direct ou indirect qu'ils apportent à Mamadi Doumbouya et au CNDR, ils peuvent créer les conditions favorables à l'émergence d'une séparation ou à l'implantation du djihadisme. Je dis bien
par leur comportement. Parce que la CEDEAO manifeste, à mon avis, une tolérance, une bienveillance, presque une connivence avec Mamadi Doumbouya et son CNDR, qu'on se demande, voilà, CNRD, comme on est amené à se demander, en tout cas, moi je me pose la question, quand ils viennent en Guinée, est-ce qu'ils viennent pour récolter simplement l'adhésion de Mamadi Doumbouya ou est-ce qu'ils viennent pour exiger, comme l'exige d'ailleurs la charte de la CEDEAO, pour exiger de Mamadi Doumbouya et de son clan de quitter le pouvoir pour exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel légitime et légal. Alors, M. Savané, de tous les déplacements. M. Savané, oui. Pour vous, qu'est-ce qui expliquerait cela? Si je vous ai bien compris, vous avez dit que normalement la CEDEAO ne devait pas venir quémander la bonne volonté de Mamadi Doumbouya, mais exiger qu'il se soumette aux conventions internationales dont la Guinée est partie, bon, la charte de la CEDEAO. Alors pour vous, qu'est-ce qui expliquerait cette bienveillance dont vous parlez? Alors, cette bienveillance, maintenant que j'appelle presque cette connivence, à mon avis, peut être expliquée, je ne dis pas que c'est obligatoirement ce que je vais dire, mais peut être expliquée par des différences suivantes. C'est que la sévérité à l'égard de la junte burkinabé et de la junte du Mali est totalement à l'inverse de la connivence que la CEDEAO, en tout cas une partie de la CEDEAO, a avec la Guinée. Qu'est-ce qui fonde cela? Je crois que cette différence peut être rattachée au fait que, en Guinée, il y a certaines ressources importantes convoitées et que la junte guinéenne est en mesure, et peut-être l'a-t-elle fait d'ailleurs, en tout cas, elle est en mesure de distribuer à certaines notabilités de la CEDEAO qui viennent en Guinée en tout cas, des permis d'explorer et d'exploitation de gisements, par exemple ça peut être du bauxite ou même gazier et pétrolier au large de Conakry. Et ces permis d'exploitation peuvent être très facilement vendus, d'ailleurs ils sont vendus, ils peuvent être revendus à des millions et des millions de dollars. Je me demande si la connivence, maintenant, c'est le terme de connivence qu'il faut employer, la connivence des délégués de la CEDEAO qui viennent en Guinée n'est pas en rapport direct avec les potentialités minières que recèle ce pays et qui peuvent se traduire à leur endroit par des permis d'exploitation et d'exploration et d'exploitation. Bon, M. Savané, oui, c'est une parenthèse. Oui. Vos propos me rappellent de certaines choses. Après l'arrivée du CNDD, les dadis au pouvoir, on entendait que certains États parrains à l'époque et qui suivaient le dialogue avaient des intérêts économiques en Guinée, jusqu'à certains convoitaient le port de la République de Guinée. Certains n'ont pas hésité à l'époque d'indexer M. Blaise Compaoré, d'autres disaient, y compris sa femme, qui aurait des intérêts, comment dirais-je, au port autonome de Conakry à l'époque. Donc, souligner cette question m'a quand même poussé à me souvenir de cette question qui ne sont quand même pas trop à négliger. Absolument. L'époque que vous rappelez, j'étais un petit peu informé, j'étais à Conakry.
Donc, des gens venaient me voir, des gens qui étaient même proches du CNDD de Dadis, venaient me voir. Évidemment, en cachette, ce n'est pas au grand jour qu'ils venaient. Ils venaient en cachette, me donnaient des documents. J'ai été étonné de voir que celui qui avait la tutelle sur la Guinée, parce que c'était la tutelle, était en même temps celui qui négociait pour lui-même des avantages économiques importants en Guinée. Ça m'avait surpris. Mais je me suis dit, bon, vraisemblablement, j'ai mal compris, ou ceux qui m'ont donné ces documents, peut-être c'est des gens qui n'avaient pas apprécié que ce soit Blaise Compaoré. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils ne me roulaient pas dans la farine. Ce qu'ils me disaient, ils me le disaient parce qu'ils avaient confiance en moi et que je n'allais jamais divulguer leur nom. Et que ce qu'ils me disaient était exact. Nous sommes à peu près dans la même situation. D'ailleurs, je rappelle, petit détail, avec Dadis, par exemple, l'ancien président du Sénégal, comment il s'appelle, Abdoulaye Wade, s'était proposé comme le père de substitution de Dadis, en tout cas comme le parrain de Dadis, parce qu'il voulait tout simplement que Dadis livre une partie des ressources minières de la Guinée à son fils, qui à cette époque-là prétendait vouloir être candidat au Sénégal. Donc, ça n'est pas un phénomène nouveau, même si c'est malheureux pour nous, même si c'est malheureux pour la réputation de la CEDEAO. Mais je reviens. La CEDEAO, en se comportant comme elle se comporte en Guinée, je ne dis pas que je serai écouté, bien évidemment, je n'ai pas cette prétention. Mais en se comportant comme elle se comporte en Guinée, elle perd toute crédibilité. Et je crois que les leaders politiques guinéens ont intérêt à ne pas s'intéresser ou à ne pas s'en référer à ce que les délégués de la CEDEAO venant de Conakry viendraient raconter au chef d'État de la CEDEAO. Parce que tous ceux qui viennent jusqu'à maintenant, là, je mets de côté les pays anglophones. Parce que les Africains anglophones jusqu'à maintenant n'ont pas donné l'impression que dans des situations comme ça, qu'ils étaient perméables à certaines pratiques politiques ou monétaires en cours en Afrique francophone. Donc, eux, je les mets de côté. Par exemple, quand le président du Ghana avait la main avec la CEDEAO, il n'est arrivé à l'esprit de personne de le soupçonner de quoi que ce soit comme intérêt en Guinée. Alors, la CEDEAO, en tout cas, pas l'ensemble de la CEDEAO, ceux qui viennent en Guinée sont décevants. Très bien. En particulier son chef. Parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas parler à des putschistes qui ont volé l'arme de leur propre pays, pour leur propre compte, comme si on parlait à des régimes respectables, à des pouvoirs issus d'élections. Sinon, la CEDEAO n'a pas de sens, n'a pas de raison d'exister, si c'est pour mettre sur le même plan un putschiste légionnaire français comme Mamad Doumbouya et, par exemple, le président Macky Sall. La CEDEAO n'a pas de raison d'exister si c'est pour les mettre les deux sur le même plan. Alors, voilà ce que je voulais dire. Bon, Monsieur Savané, je pense que cette partie est comprise. Rassurez-vous que vous n'êtes pas la seule personne à vous poser des questions sur cette bienveillance de la CEDEAO sur la Guinée jusqu'à présent. Aucune sanction, presque aucune intimidation sérieuse, alors que le Mali et le Burkina Faso ont été soumis à quand même une sorte de pression. Alors qu'au moins, ces deux gens ont le soutien de leur peuple, ce qui n'est même pas le cas de Mamadi Doumbouya. Maintenant, absolument pas.
Une autre, une autre de vos questionnements fera l'objet de notre deuxième et dernière question. Vous dites que vous avez du mal à comprendre une certaine relation entre la France et la junte militaire de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Sabati? Alors, là, je m'exprime en tant que citoyen français. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai moi-même demandé et obtenu la nationalité française. Et ensuite, la France, je ne parle pas des gens qui sont à l'Élysée ou à Matignon, hein, je dis la France, le français avec lequel je vis dans mon village, dans mon quartier. Cet ensemble-là m'a permis d'avoir une vie que vraisemblablement je n'aurais pas obtenue chez moi dans mon pays de naissance, la Guinée. Donc, je parle en tant que Français ou, si vous préférez, en tant que Franco-Guinéen. Alors, qu'est-ce qui m'intrigue? La France est une puissance. Comme toutes les puissances, elle cherche à avoir de l'influence par différents moyens. Et de mon point de vue, il est préférable que ce soit par des moyens, je ne vais pas dire honorables parce que ce n'est pas une question de morale, mais par des moyens qui leur permettent d'avoir une influence dans un pays ou dans des pays, et après, même si les populations se rendent compte que la France a une influence, que cela ne conduise pas à une révolte, comme on l'a vu, par exemple, au Burkina, mais dans d'autres pays. Au Mali. Alors, parce que les Burkinabés qui sont allés saccager l'ambassade de France, je l'ai aimé que ça ne se passe pas. Mais si la France elle-même, en tout cas les gouvernements français, créent des conditions qui font que les populations s'aperçoivent que la France n'est pas leur ami comme ils se l'imaginaient, mais plutôt l'ami de ceux qui, au pouvoir, des dictateurs locaux qui les oppriment. Évidemment, quand la population réalise cela, ce n'est pas une population qui va se lancer dans des discussions raisonnables diplomatiques, elle va s'en prendre directement au pays. Et le pays, par exemple, au Burkina, c'est l'ambassade. Ce qui explique le saccage de l'ambassade de France au Burkina. Ça n'est pas pour dire que c'est bien, la question n'est pas là. La question est que qu'est-ce qui amène une population pourtant très francophile à aller s'en prendre à l'ambassade de France? Je dis bien une population francophile. Moi-même, je suis francophile, je suis en France. J'ai demandé la nationalité française. Donc, il ne peut pas y avoir plus francophile que moi. Mais, si je prends le cas de Mamadi Doumbouya, un légionnaire qui n'est pas moralement très présentable, mais laissons ça de côté. Un légionnaire français qui fait un putsch sanglant, 100 à 150 personnes ont été, je ne dis pas auraient, ont été abattues nuitamment. Leurs corps transportés, jetés dans les fosses communes. L'ambassadeur qui est en France, l'ambassade de France qui est à Conakry le sait mieux que moi. Il a infiniment plus de moyens d'information que moi. Je dis bien, Mamadi Doumbouya a fait abattre 150 jeunes Guinéens et les a fait jeter dans les fosses communes. Il n'y a pas très longtemps, lui-même en a abattu 3. Parmi ces gardes-corps, il les a abattus directement lui-même. Or, qu'est-ce que j'apprends? Récemment, la société Thales, c'est une société militaire, je veux dire par là, c'est pas,
Elle n'appartient pas à l'armée, mais c'est une société qui fabrique des armes, qui produit des matériels militaires. Voilà, c'est une société qui produit du matériel militaire, du matériel de surveillance, du matériel guerrier de grande ampleur. Et par l'intermédiaire donc la société s'appelle Thales. Par l'intermédiaire d'une de ses succursales, Altis, ils sont allés proposer à Mamadi Doumbouya un certain nombre de matériels militaires d'agression des populations. Parce que la Guinée n'est pas en guerre. Donc, le matériel qui est proposé à Mamadi Doumbouya, c'est le matériel qui permet d'agresser les Guinéens, de tuer la moindre tentative de revendication d'un minimum de liberté. Et ensuite, le matériel de surveillance de masse de l'ensemble de la population, y compris dans leur résidence privée. C'est ce matériel. Et puisque Mamadi Doumbouya il n'y a pas d'argent en Guinée, Thales, par l'intermédiaire de Altis, s'est chargé de mobiliser les fonds de ce qu'on appelle Banque publique d'investissement, qui est d'une création relativement récente. Autrement dit, Thales, par l'intermédiaire de sa succursale Altis, va démarcher un pouvoir illégitime, violent et inconstitutionnel pour lui proposer un matériel sophistiqué de répression et de surveillance de la population. Ensuite, propose un crédit, évidemment que Mamadi Doumbouya va signer, parce qu'il a besoin de rester au pouvoir. Or, dans cette démarche, personne ne peut dire, même l'espace d'une seule seconde, que le gouvernement français n'est pas au courant, que l'Élysée n'est pas au courant, que le ministère de la Défense n'est pas au courant. Des deux choses l'une, ou bien les gouvernements français considèrent que Mamadi Doumbouya est légal et légitime du fait qu'il a volé les armes de la nation pour son compte personnel. Dans ce cas, ils peuvent lui vendre ce qu'ils veulent comme arme. Tout compte fait, les Guinéens qui meurent sous les balles de Mamadi Doumbouya ne sont pas des Creusois ou des Normands. C'est des gens des quartiers de Conakry, c'est des gens de, je sais pas moi, de Mamou, de Boulidel, de Cancan, de Kouroussa, c'est pas des gens c'est pas des Auvergnats. Ce qui va les intéresser, c'est l'argent. Ça peut se comprendre. Mais si, comme moi je l'espère, comme beaucoup de Français, comme les citoyens français authentiques, comme on dit les Français blancs, pensent qu'un gouvernement est issu d'une élection libre, honnête et transparente, Mamadi Doumbouya ne peut en aucun cas bénéficier d'un crédit au nom de l'État guinéen, parce qu'il ne représente pas les Guinéens, il ne représente pas la Guinée, il ne peut donc pas engager un crédit au nom d'un pays qu'il ne représente pas. Alors, mon étonnement est que la France s'engage dans une voie, évidemment elle va le conserver, parce que c'est une puissance. Parce qu'elle va donner des armes à Mamadi Doumbouya pour réprimer, pour tuer tout ce qui bouge. Mais, si la France persistait dans cette voie, elle aura une réussite immédiate. Mais, sur la durée, je ne suis pas sûr qu'elle en sorte gagnante.
moi, français ou franco-guinéen, ce que je souhaite, et je ne suis pas le seul à penser ce que je vais dire là, même si je n'ai pas été élu, je suis certain que je parle au nom de millions de Guinéens, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer comme je le fais. Ce que je souhaite, c'est que la France ait effectivement une influence, parce que c'est une puissance, parce que les autres pays cherchent la même influence, mais que ce soit une influence durable, une influence que la population du pays vivra comme finalement une chose tout à fait normale, acceptable, parce que nous voyons qu'avec cette influence, il y a un pays, un État stable, où les populations ne sont pas opprimées, où les partis politiques peuvent s'exprimer librement, peuvent aller à la conquête du pouvoir par une voie transparente, libre. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Je ne prétends pas que la démocratie va être installée tout de suite, puisque la démocratie, on peut dire même, c'est un projet qui ne sera jamais fini. Ça s'améliore, c'est par étapes. Mais la première étape indispensable, c'est que celui qui est à la tête du pays soit choisi par le pays lui-même, par les populations. Or, en Guinée, ça n'est pas ça. Mamadi Doumbouya, les Français le savent mieux que moi, je le répète. Mamadi Doumbouya, appuyé de mercenaires étrangers, en tout cas extra-africains, a pris le pouvoir par le meurtre, par les assassinats massifs. La France ne peut pas l'ignorer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a, depuis un certain temps, je crois, un journal, j'ai le nom du journal ici, qui s'appelle Africa Intelligence, a fait un article, à mon avis très intéressant, où il parle de la nouvelle, je ne sais pas, de nouvel amour ou une nouvelle alliance de la France avec la junte. Autrement dit, le pouvoir français se liguerait avec les putschistes de Conakry, mais contre qui? C'est contre les populations, c'est contre le pays. Il ne faut pas se faire d'illusions. Puisque si on soutient quelqu'un qui n'a pas été élu, qui a fait un coup d'État sanglant, on le soutient contre ceux qui l'ont assassiné. Il n'y a pas de discussion possible sur ce point. Et je constate qu'il y a dans ce qu'on peut appeler ici les postes, les ministères régaliens, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Armée, le ministère de la Police, etc., il y a des officiers supérieurs comme conseillers. En un certain sens, les vrais ministres, ce sont ces conseillers français, les officiers supérieurs. Je ne vais pas dire non, tout le monde fait la nuit. En Guinée, absolument. Or, je constate que l'arrivée de ces conseillers militaires français concorde très exactement avec l'intensification de la répression généralisée dans le pays. Ma question est la suivante, parce que là aussi je suis intrigué. Les conseillers ont-ils la main derrière ces répressions? Les conseillers français. Certains ne sont pas loin de le penser. Pourquoi? Parce que chacun en Guinée, à Conakry, l'ambassadeur peut me démentir. Hein? Même s'il ne me cite pas, parce que je ne suis pas une personnalité, etc. Mais ils ont des formules pour démentir certaines informations qu'ils croient capables de porter atteinte à leur intérêt. Il peut me dire, il peut me démentir. Mais en Guinée, ce qu'on me fait comprendre, ce qu'on me fait savoir,
c'est que le niveau d'arrogance de Mamadi Doumbouya, son niveau de violence a augmenté depuis l'installation de ses conseillers militaires. Alors, ma question est la suivante. Quelle est la nature des conseils que ces officiers supérieurs prodiguent à Mamadi Doumbouya lui-même, puisque Mamadi Doumbouya a été légionnaire en France pendant 4 ou 5 ans, je ne sais pas. Est-ce que leur conseil vise à obtenir que l'ensemble de la population soit soumise à Mamadi Doumbouya, que l'ensemble du pays renonce à exercer son droit à désigner ceux qui doivent le représenter? Est-ce que c'est cela le sens de leur conseil? En tout cas, il serait utile que des clarifications sur la présence des conseillers militaires dans des ministères de répression soient clarifiées. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'on me dit ils sont ou c'est déjà installé une base militaire à Kourémalé. Kourémalé, c'est la frontière entre le Mali et la Guinée, mais c'est dans la partie guinéenne. Un village qui s'appelle Kourémalé. Il y aurait déjà une base militaire française à cette frontière. Là aussi, je n'ai pas d'objection de principe contre la présence française, y compris militaire, à la frontière. Mais la présence militaire ne peut avoir lieu qu'avec un pouvoir légal, légitime, dont les représentants sont désignés par le pays tout entier au cours d'un processus électoral. Ça n'est pas le cas. C'est Mamadi Doumbouya, donc, parce qu'il a été légionnaire, qui vient dire ou demande à la France, bon, protégez-moi, aidez-moi à conserver le pouvoir, vous allez vous installer là où vous voulez. Et puisque actuellement, il y a un conflit entre le Mali et la France, et bien Mamadi Doumbouya dit, bon, allez, vous pouvez vous installer à Mali. C'est ça la réalité. Et ce que je ne dis pas craint, ce qui serait malheureux, c'est que je sais que la Guinée aussi, les Guinéens sont francophiles. Ils ne peuvent en aucun cas être hostiles à l'intérêt français, à condition que cet intérêt-là n'aboutisse pas à leur disparition à eux. Or, la coopération officielle ou officieuse que la France entretient, non pas avec la Guinée maintenant, mais avec un putschiste, est de nature à créer un sentiment et de manière artificielle anti-français en Guinée. Et il suffit d'un petit rien pour que ce sentiment anti-français se répande. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, M. Savané, je pense que vous avez eu l'occasion et la patience d'extérioriser ce que vous pensez sur ces deux questions. L'intervention, en tout cas personnellement, a été très intéressante pour moi et je pense que je ne serai pas le seul dans cette situation. En tout cas, je vous remercie très sincèrement et nous ne tarderons pas, en votre qualité de consultant du Guépard.net, à vous tendre une nouvelle fois notre micro sur d'autres questions, y compris principalement ce qui fait l'actualité de notre pays, le procès du 28 septembre, le procès des massacres du 28 septembre qui est en cours en République de Guinée.
En tout cas, merci beaucoup, M. Savané, et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.